Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous raconte une histoire particulière et j'espère que celle-ci vous plaira. Ce n'est pas une histoire imaginée, elle est bien réelle et d'un certain point de vue, elle est révoltante, mais aussi fascinante. Je me pose encore la question du pourquoi est-ce arrivé. Ce soir, je vous conte l'histoire d'un lieu où il se passe des choses inquiétantes qui se produisent en février 2019 dans un hôpital, la nuit, dans le sud de la France. Je vous emmène donc dans la ville de Dax, située dans le sud de la France, en Nouvelle-Aquitaine dans les Landes. C'est une commune d'environ 21 000 habitants. Nous sommes donc en février 2019 et des choses étranges se produisent la nuit à l'hôpital Lano, c'est un EHPAD, dans le service donc de gériatrie qui accueille principalement des personnes âgées dépendantes. Au cours de différentes nuits, des objets se déplacent. Des portes et des fenêtres s'ouvrent sans raison apparente. Ce sont les membres du personnel qui vont s'en rendre compte en premier. À la fois que des objets disparaissent ou qu'ils changent de place, qu'ils vont d'une pièce à une autre au cours de la nuit. Et pour les fenêtres et les portes, ils certifient les avoir bien fermées le soir. Les draps d'une patiente disparaissent alors qu'elle est plongée dans un profond sommeil et que celle-ci, tétraplégique, en est bien incapable. Des patients sont aussi débranchés. Leurs poches d'urine sont répandues sur le sol ou sur une paillasse, et les chaises roulantes sont retrouvées au milieu des couloirs. Les patients sont donc aussi touchés par l'étrange phénomène, car ils sont parfois placés dans des positions étranges au cours de leur sommeil, des positions parfois incongrues ou parfois humiliantes. Mais pour le moment, rien de grave. Le personnel de l'hôpital se pose quand même beaucoup de questions, et la psychose s'installe un petit peu. Tout le monde se pose des questions sur l'origine de ces phénomènes, et des rumeurs commencent à circuler. L'hôpital serait-il hanté? Ou un petit farceur se faufile-t-il dans l'enceinte du bâtiment, la nuit, pour faire de mauvaises blagues? Ou est-ce en interne? Est-ce peut-être un patient? Ou est-ce un salarié? Le lieu se prête très bien à l'idée du surnaturel. C'est une section relativement isolée de l'hôpital, c'est un bâtiment assez ancien, il a une façade un peu lugubre et froide comme il y a à peu près tous les vieux hôpitaux, il y a de très vieux volets, et il y a aussi très peu de circulation de véhicules et de passants. Il y a peut-être 2 ou 3 ambulances qui stationnent à l'accueil du bâtiment et sans plus. Donc l'atmosphère y est bien pour ce genre de frayeur. Et à tout cela est rajouté des phénomènes encore inexpliqués sans que personne ne soit pris sur le fait. Et l'idée d'une probable hantise ou simplement qu'une personne mal intentionnée rentre dans l'hôpital le soir tard pour faire peur aux patients donne la chair de poule. L'hôpital va porter plainte, car pour eux il n'y a pas de fantôme, mais bien quelqu'un qui parvient à s'introduire dans le bâtiment pour faire des farces. La police va enquêter sur ces étranges phénomènes, et pour eux, ils vont soupçonner en premier lieu un farceur qui travaille dans la structure, donc un membre du personnel, car il faut bien connaître le code pour rentrer. Et certains des actes nécessitent des connaissances médicales, comme par exemple retirer les sondes urinaires. Cela fait déjà 3 semaines que ces événements inexpliqués se produisent, et l'hôpital a pris des mesures pour renforcer la sécurité des lieux. Il y a plus de gardes, plus de rondes, et il y a aussi des caméras de vidéosurveillance qui ont été rajoutées dans les couloirs. Mais les patients et leurs proches sont quand même de plus en plus inquiets. Le renforcement de la sécurité va rendre l'apparition de ces phénomènes beaucoup plus rares, mais ils perdurent malgré tout. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'une explication rationnelle sera donnée à ces phénomènes étranges. Il n'y a pas de fantôme, c'est bien une personne de chair et de sang qui a commis ces actes. Après plusieurs semaines de surveillance et une enquête sur le planning des employés, à la mi-avril, une femme d'une trentaine d'années sera interpellée. Elle a été prise sur le fait par une caméra de vidéosurveillance d'un couloir, rentrant dans une chambre qui sera complètement retournée et retrouvée ainsi le lendemain matin. Elle est poursuivie pour violence sur personne vulnérable n'ayant pas entraîné d'ITT,
d'incapacité totale de travail. Elle va nier les faits malgré le fait qu'on l'ait pris en flagrant délit sur une caméra de vidéosurveillance et sa mise en examen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air pour me démontrer que cette affaire vous a plu et mettez-moi aussi un petit commentaire si vous souhaitez que ce genre de vidéo sorte un peu plus régulièrement. Je sortirai, je pense, une de ces affaires un petit peu de temps en temps, ce sera minimum tous les 2 mois peut-être. En tout cas, pour l'instant, j'ai un certain nombre d'affaires jusqu'à la fin du mois d'avril, mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans cette fin de vidéo. Au départ, je pense, comme beaucoup là qui ont entendu cette vidéo, enfin plutôt ce podcast audio, vous serez comme moi sceptique au départ sur cette affaire. J'ai découvert l'affaire en mai de l'année dernière, j'ai fait une vidéo dessus courant juin peut-être. Et au départ, franchement, pendant bien une semaine, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas une petite farce du 1er avril? Et quand j'ai vu que les premiers articles sont sortis à la mi-février, fin février, je me suis dit non, c'est pas un petit prank, c'est passé aux médias régionaux. Donc l'affaire est bien réelle. Il y avait bien quelqu'un au sein de l'hôpital qui s'est amusé à faire peur aux patients ainsi qu'aux autres, ses collègues de travail. Alors au départ, l'idée d'une hantise a fait rire beaucoup de monde, parce que peu de gens y croient, peu de gens ont envie d'y croire, et après c'était beaucoup plus de personnes qui n'ont pas pensé à une personne à l'intérieur, encore moins un collègue de travail, ils ont plus pensé que c'était une personne qui est parvenue à s'introduire dans l'établissement sans se faire prendre par la sécurité et le digicode qu'il y a pour rentrer dans la section de l'hôpital. C'était plus ça qu'ils avaient comme inquiétude. Mais il s'est avéré quelques semaines plus tard, à la mi-avril, que c'est un membre du personnel, une petite trentenaire, qui s'est avéré être auteur des faits, même si elle a nié les faits au moment de son arrestation. Donc voilà, j'ai su que c'était pas un prank, donc j'ai décidé quand même d'en parler, parce que je me suis dit l'affaire a duré à peine quelques semaines. Donc peut-être que dans les médias nationaux, c'est pas forcément passé. C'est sur certains sites de paranormal, puisque peut-être que beaucoup ont pensé que c'était un cas de hantise en fait d'un lieu particulier. Mais pas plus quoi, donc c'est peut-être resté vraiment aux alentours de Dax, et ça s'en est arrêté là en fait. Donc je me suis dit qu'il fallait que un certain nombre de personnes en France, dans le reste de l'Hexagone, soient un peu plus au fait de la situation qu'il y a eu à Dax à ce moment-là. Surtout que l'hôpital a depuis 2 ans essuyé beaucoup de choses plus ou moins graves. Ils ont eu une cyberattaque il y a à peu près 1 an avec du rançonnage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est un hacking des systèmes qui va bloquer du coup l'accès aux ordinateurs d'une entreprise ou là, en particulier de l'hôpital. Et le hacker promet de débloquer la situation avec un petit coup de pouce financier, on va dire. C'est un genre de rançonnage en fait. Et donc ils ont eu ça l'année dernière. Donc, des failles de sécurité quand même un peu plus graves qu'un membre du personnel qui fait un petit peu peur à tout le monde. Donc voilà, je m'arrête sur cette explication du pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai fait les débruitages aussi au fond. Il n'y a que le bruit des crépitements des flammes qui n'est pas de moi. J'ai trouvé une bruitage sur YouTube et j'ai trouvé ça, à mon sens, plus intéressant que mettre une petite musique d'ambiance. J'ai trouvé ça plus, je sais pas plus reposant, mais une musique d'ambiance peut prendre peut-être plus de poids. Tenez, j'ai une petite voix, ça peut prendre plus de poids qu'un simple bruitage d'un crépitement de feu en forêt. Maintenant, je vais vous parler de ce qui va se passer pour les 2 prochains mois à peu près. En tout cas, j'ai des affaires qui sont prêtes à subir une petite enquête jusqu'au 20 avril. Donc la première, c'est la semaine prochaine. C'est un cas de disparition, celle du jeune Lucas Renaud, dont on a retrouvé malheureusement le corps. Il a disparu, je crois me souvenir, en 2019. Il avait 21 ans. Il a eu une mort assez particulière, donc c'est pour ça que je veux revenir dessus.
Ensuite, il y a l'affaire Bastouille qui date de 2003 ou 2008. C'est un anesthésiste qui est soupçonné d'homicide. Ensuite, ça c'est une affaire que je pense beaucoup vont connaître parce qu'il y a eu des films, il y a eu un livre sur cette affaire. C'est l'affaire de la mort de Robert Boulin. C'est un politique, un ancien ministre qu'on a retrouvé dans l'eau. Et certains ont pensé que c'était un assassinat, d'autres pensent que c'est un suicide. Ensuite, il y a l'affaire de Michel Kasprazak. Il avait 91 ans. On va retrouver son corps au milieu des bois, alors à 80 ans, il y en a qui sont plus en forme que d'autres, mais lui en tout cas avait beaucoup de difficultés à marcher. Et quand même le bois, même si les gendarmes ont laissé penser que une personne avec sa capacité motrice aurait très bien pu se rendre dans ce bois pour décéder, sa famille pense que non, c'est quelqu'un l'emmené là-bas pour le tuer en fait. Ensuite, ce serait une affaire assez particulière. C'est l'affaire de Christopher Buluran. C'est une affaire d'amnésie. En fait, ce Christopher Buluran, c'est un touriste américain qu'on va retrouver complètement amnésique à l'hôpital de Marseille, mais je vous en dis pas plus. Ensuite, il va l'affaire du meurtre de Hervé Rébarsing, un des noyés de la Deule. Je vais enfin en parler parce que là il y a eu un procès. Donc là par contre la vidéo risque d'être un petit peu plus longue que les autres parce que même si je vais pas donner d'avis, il y a eu tout un processus, plus un procès, plein de questions, etc. Plein de rebondissements. Donc la vidéo risque de durer peut-être une petite demi-heure. Et pour le 20 avril, c'est une affaire qui se passe dans un hôpital par contre qui va être assez difficile. C'est l'affaire de la mort d'Eliane Kabyl, sous le couvert d'un trafic qui se passe à l'hôpital. L'affaire est toujours en cours, même si ça fait une dizaine d'années que le cas existe. Et comme il y a eu beaucoup d'enquêtes en lien avec ce trafic, il y a toujours le processus d'enquête en cours. Donc j'espère que certaines de ces affaires vont vous donner envie de suivre ma chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pas grave si vous regardez pas certaines de ces vidéos parce que certaines sont peut-être plus dures que d'autres ou certaines vous intéressent moins que d'autres. Mais en tout cas, comme ça, vous avez un petit programme pour les 2 prochains mois environ. Et peut-être que la dernière semaine d'avril, ce sera une affaire comme celle-ci, d'un cas un petit peu particulier qui pose beaucoup de questions. Donc j'espère quand même que ce format, c'est un peu un type podcast parce qu'il y a très très peu d'images et plus beaucoup de sons et de bruitage, vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne nuit si vous me regardez en ce mercredi soir. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et de nouvelles histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. À la semaine prochaine.